Bienvenue à tous à cette vidéo d'introduction au management et self-management constitutionnel. Le management constitutionnel est un terme qui a été inventé par l'Institut AGI en 2019 pour qualifier en fait un système managérial dans lequel ceux qui en ont le pouvoir, le plus souvent les dirigeants, adoptent une constitution pour l'organisation, laquelle constitution régit la façon d'exercer le pouvoir à travers des règles et des processus qui s'appliquent à tous, y compris à eux-mêmes. Ce modèle de management permet de passer au fond d'un pouvoir hiérarchique à un pouvoir constitutionnel. L'holacratie est un exemple de management constitutionnel. C'est même la première forme aboutie de ce type de management. L'Institut AGI a importé l'holacratie des États-Unis en Europe en 2010 et le pratique en interne depuis donc plus de 10 ans. Après plus de 85 accompagnements d'entreprises durant ces 10 dernières années, nous y avons trouvé des limites et des angles morts, qui fera l'objet d'une vidéo spécifique, qui nous ont amenés à personnaliser la constitution pour les entreprises que nous accompagnons. Alors, c'est quoi une constitution et surtout, ça apporte quoi? Je vais vous présenter quatre histoires qui sont réelles pour illustrer les quelques mots que je vous présente. Bon, d'abord, c'est un ensemble d'outils de management et self-management, on est bien d'accord, qui aident à la responsabilisation de celui qui fait. Alors, pour bien comprendre ça, et qu'est-ce qu'on entend par le mot responsable, permettez-moi de vous raconter l'histoire de Sarah. Sarah fait partie d'une entreprise, une petite entreprise, 20-30 personnes, dans le domaine de l'informatique, de l'informatique. Et le rôle essentiel de Sarah, elle a d'autres rôles, mais son principal rôle, c'est de rédiger et de publier des newsletters pour les clients, sachant qu'ils ont, de mémoire, ils ont plus de 15 000 clients. Et donc, lorsque l'entreprise adopte cette constitution, donc holacratie, notre première activité va être de rendre compte, de créer et de définir avec l'ensemble des collaborateurs les rôles qu'ils occupent à partir de leurs activités. Donc, on va voir Sarah et on lui demande qu'est-ce qu'elle fait. Donc, évidemment, rapidement, on crée un rôle qui s'appelle newsletter avec comme offre de service. Qu'est-ce que ce rôle délivre comme valeur à l'extérieur, comme offre de service, donc de rédiger, de publier des newsletters. Parfait. Une fois que, donc on demande à Sarah, une fois que tu as rédigé la newsletter, qu'est-ce que tu en fais? Elle nous indique qu'elle passe cette newsletter à son rédacteur en chef, qui en l'occurrence dans cette société n'était autre que le patron d'entreprise. Donc on va donc voir Philippe, le patron d'entreprise, et puis on lui dit, mais quand tu reçois la newsletter, tu en fais quoi? Il dit, puisque je la reçois, notez bien, puisque je la reçois, je vais donc la relire, évidemment, et puis je vais me faire des modifications, pour bonifier, pour améliorer la newsletter. Et dans la façon dont il l'a exprimé, je lui ai demandé, mais est-ce que c'est vraiment utile que tu la relises? Est-ce que tu pourrais te passer de relire la newsletter et puis que la newsletter parte en l'état sans que tu interviennes? Il m'a dit oui. Il me dit bien sûr, je n'ai aucun problème, Sarah est tout à fait compétente, mais tu comprendras qu'à partir du moment où je reçois la newsletter, je veux mettre ma main à la pâte et je ne m'étais jamais posé la question de savoir si ça ne m'était pas venu à l'esprit d'arrêter en fait de faire je l'ai fait comme par réflexe. Et donc, fort de ça, on décide de ne pas encoder de rôle rédacteur en chef et donc on a juste démarré cette pratique de l'holacratie avec juste un rôle qui est le rôle newsletter. 3 mois plus tard, je vais voir Sarah et puis en la taquinant, je lui dis mais finalement pour toi rien n'a changé parce que avant l'adoption de l'holacratie par ton entreprise, tu rédigeais des newsletters et après l'adoption, tu rédiges toujours des newsletters. Et elle me dit attends, détrompe-toi Bernard-Marie. En fait, je ne fais plus du tout la même activité. 3 mois plus tôt, donc avant l'adoption de l'holacratie, en fait, je faisais la newsletter. Je savais très bien que cette newsletter allait être revue de manière significative et que donc, ce n'est pas mon œuvre qui allait être envoyée au client, c'est mon œuvre initiale, mais pas mal modifiée par le rédacteur en chef. Et donc, j'y mettais assez peu d'âme, j'y mettais assez peu de motivation. Alors que maintenant, je suis vraiment responsable. C'est-à-dire que lorsque la newsletter est rédigée,
eh bien, c'est celle-là qui part et elle n'est pas revue par quelqu'un d'autre, elle n'est pas validée par quelqu'un d'autre, elle n'est pas approuvée par quelqu'un d'autre. Et ça change tout. L'énergie dans laquelle je rédige la newsletter, maintenant que je me sens vraiment responsable et que je sais que personne ne va venir toucher mon œuvre, est complètement différente. Et donc, je ne fais pas du tout la même activité. En tout cas, pas du tout dans la même énergie. Parce que je suis responsable. Et elle ajoute, ce qu'aimait bien faire mon rédacteur en chef à l'époque, c'est corriger quelques fautes d'orthographe. Car c'est vrai que je ne suis pas très bonne en orthographe. Et je le sais depuis le CP. Et ce que je fais maintenant, c'est qu'avant d'appuyer sur le bouton et que la newsletter parte aux 15 000 clients, eh bien, je vais faire relire ma newsletter par 2-3 personnes que j'ai identifiées comme étant les meilleurs orthographes de la société et qui me rendent ce service. Donc, la leçon ici de cette histoire, c'est que souvent on utilise le mot responsable, mais tant qu'il y a un mécanisme de validation ou d'approbation, alors dites-vous qu'il y a encore de la marge et pour aller vers la responsabilisation telle que nous on l'a définie quand on parle de management constitutionnel. Donc ça, c'est la première petite histoire pour illustrer ce qu'on entend par le mot responsable. Et le deuxième point, c'est que cette constitution elle peut apporter le fait de développer, d'aligner les talents et les ressources disponibles pour que l'organisation manifeste toujours davantage ce qu'on appelle sa raison d'être, ou la valeur ajoutée, ou la création de valeur pour le monde qu'il atteint. Et là, je vais vous raconter une seconde histoire concrète dans une autre entreprise, c'est l'histoire de Dominique. Donc, on va voir toujours la même chose, une entreprise, donc c'est une partie d'entreprise qui adopte la CRACI. On va voir Dominique et puis on lui demande ce qu'elle fait. On écoute Dominique et elle nous raconte tout ce qu'elle fait. Vous savez, c'est comme si vous ouvriez un grand tiroir dans lequel il y a marqué Dominique, mais quand on ouvre le tiroir, on voit plein de choses. Il y a des pyjamas, des serviettes, des robes de soirée, des chaussures, plein de choses. Un peu comme ce que vous pouvez avoir dans votre cuisine, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi dans ma cuisine, à chaque fois que je ne sais pas où ranger quelque chose, ben, j'ai un tiroir fourre-tout dans lequel je le place. Donc en fait c'est ça, on a ouvert le tiroir fourre-tout appelé Dominique, qui correspondait à sa fiche de poste telle que c'était géré par les RH, en l'occurrence de cette entreprise. Et en l'écoutant, on s'est rendu compte qu'en fait, elle avait 15 rôles. 15 rôles parce que c'était des identités différentes. Parce que des pyjamas et des serviettes et des chaussons, c'est 3 choses différentes. Donc, en holacratie ou en management constitutionnel, ça donnerait 3 identités différentes. Et donc, on identifie 15 rôles. Dominique, elle était vraiment très, très fatiguée, débordée, limite burn-out. Et quand elle a eu la visibilité sur ces 15 rôles, elle a tout de suite eu un eureka parce qu'en fait, sur ces 15 rôles, il n'y en avait que 4 qui nécessitaient sa seniorité, son expertise, qui correspondaient vraiment à sa zone de talent. Les 11 autres rôles auraient pu être faits par d'autres personnes. Et ça n'avait pas été fait parce qu'il y avait un angle mort. Elle n'avait pas la visibilité, elle ne se rendait pas compte qu'elle avait ces 15 rôles. C'était le travail qu'elle faisait toujours. Et donc, évidemment, assez rapidement, je crois que dans les 2 semaines qui ont suivi, les 11 autres rôles ont pu être donnés à d'autres personnes, beaucoup moins seniors, avec des salaires plus faibles et qui étaient contents, ces personnes étaient contentes d'avoir enfin des zones de responsabilité à travers les rôles, d'être responsable au sens où je l'ai défini juste tout à l'heure, comme Sarah, l'histoire de Sarah. Et donc, tout le monde est gagnant et Dominique a pu s'aligner sur ces zones de talent, sur ces 4 rôles, qui fait qu'elle n'était plus en situation ou en état de débordement. Et un peu plus tard, elle a pu il y avait un autre département dans l'entreprise qui rêvait d'avoir les compétences de Dominique, qui étaient des compétences rares, mais qui savait que Dominique était débordé, donc il n'osait pas lui demander. Et puis finalement, maintenant qu'elle s'était libérée du temps et de l'énergie dans sa zone de talent, elle a pu également prendre d'autres rôles pour le compte d'autres départements d'entreprise, tout en veillant, en tout cas j'espère pour elle, à pas être débordée. Donc voilà, cette histoire est intéressante parce qu'en plus de la responsabilisation qu'on a vue avec Sarah sur le rôle, en fait, cette constitution décrit un mécanisme qui est le rôle, dont je reviendrai plus tard là-dessus, qui permet en fait de segmenter les activités, de lever des angles morts et puis ensuite de pouvoir, simplement par bon sens, pouvoir aligner plus facilement les personnes par rapport au rôle, donc par rapport à leur zone de talent. Voilà, ça c'était pour la deuxième histoire, pour l'alignement des talents et des ressources disponibles. La troisième histoire, elle concerne le fait que cette constitution, elle permet à l'entreprise de la doter de capacités pour embrasser le changement. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, permettez-moi de vous raconter une autre histoire qui m'est arrivée. C'était il y a quelques années. Je donne des formations, donc j'ai un rôle de formateur. J'en ai d'autres, mais j'ai un rôle de formateur. Et cette formation, c'est une formation sur 2 jours. Et en fait, quand je suis arrivé dans la salle, j'ai vu qu'il y avait un énorme poteau au milieu. Énorme poteau au milieu, c'était trop tard pour changer. Je me conduis donc cette formation pendant 2 jours avec un poteau au milieu, ce qui est extrêmement stressant, fatigant, usant, à la fois pour les participants et pour le formateur. Donc, bien sûr, à l'issue des 2 jours, je suis allé voir la personne qui, au sein de notre entreprise, notre organisation, réserve les lieux et je lui ai dit, écoute, plus jamais, quoi. La prochaine fois, regarde s'il y a un poteau. S'il y a un poteau, on prend une autre salle, mais plus de salle avec des poteaux. Mais moi, ça ne me suffit pas, ça. Ça ne me suffit pas parce que cette personne peut changer, elle peut oublier. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'en fait, cette anomalie, ce problème que j'ai rencontré, puisse être traité durablement. C'est-à-dire qu'il ne se reproduise plus jamais. OK, pour l'avoir vécu une fois, et on en fait un apprentissage à condition qu'il ne se répète plus jamais. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, le fait que j'ai un rôle me permet d'accéder à une réunion ou un espace qu'on appelle la réunion de gouvernance, dans laquelle, donc, qui est un espace qui permet de modifier la façon dont les choses fonctionnent dans l'entreprise. Et c'est bien là ce que je voulais. Je voulais modifier la façon dont on fonctionnait pour réserver les lieux, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de poteaux. Et j'ai ce pouvoir-là maintenant avec une constitution. J'ai le pouvoir de gouverner. C'est plus seulement les dirigeants qui gouvernent et les autres qui sont gouvernés. Maintenant, tout à chacun, à partir du moment où vous avez un management constitutionnel, peut gouverner tout ce qui limite l'exercice de ses rôles. Ce qui était mon cas dans mon rôle formateur, j'étais limité par la présence d'un poteau. Je suis donc allé dans cet espace de gouvernance, puisque la gouvernance maintenant est distribuée, accessible à tous, et j'ai voulu lever cette limite. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé de modifier le rôle en charge de la recherche de lieux, qui s'appelle lieu en l'occurrence, modifier le rôle lieu, de modifier plus précisément son offre de service que je voulais contraindre. L'offre de service du rôle lieu, lorsque je suis venu dans cette réunion de gouvernance, c'était quelque chose du genre rechercher, sélectionner et contracter avec les lieux. Et donc, j'ai voulu rajouter à la fin de cette redevabilité, donc rechercher, sélectionner et contracter avec les lieux, dans le respect du cahier des charges fourni par le rôle formateur. Et donc, il y a un processus de prise de décision collective qui a permis que cette décision soit prise rapidement. Et du coup, ben, j'ai pris une page blanche et puis j'ai donc écrit, rédigé mon premier cahier des charges dans lequel j'ai mis pas de poteau au milieu. C'était la version 1.0 du cahier des charges pour la recherche de lieux de formation qui, depuis, bien sûr, les années passant, a évolué. Maintenant, il doit faire une quinzaine de pages et il est un peu plus sophistiqué que ce que je vous ai dit, bien sûr. Donc voilà, ça c'est intéressant comme histoire, comme illustration. Ça permet bien donc à l'entreprise, ça donne l'entreprise et ça donne en fait à l'ensemble des acteurs de l'entreprise, l'ensemble des employés, des capacités pour changer les choses, changer la façon dont les choses fonctionnent. Et ça se fait à chaque fois qu'une personne ressent dans l'exercice d'un de ses rôles une limite dans l'exercice de son travail. Et cette limite, il va pouvoir la dépasser en apportant le point à une réunion spécifique qui est une réunion de gouvernance qui lui permet de modifier son rôle ou d'autres rôles de façon à réduire, voire à éradiquer ce problème qui était rencontré. Donc voilà. Donc on peut dire en conclusion que cet outil, en fait, c'est un outil constituant de management et de self-management au sens où, dans cette constitution, elle rend explicite l'ensemble des fonctions managériales. Du coup, elle permet de les augmenter et de les outiller et ensuite de les distribuer à la fois sur de nouvelles formes de managers, des processus et l'ensemble des personnes. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de fonction self-managériale, qui sera l'objet de notre vidéo. Pour conclure sur ce point, cette introduction, en fait, le but, c'est vraiment de créer plus de valeur à tous les étages de l'entreprise en libérant l'expertise. On vient de le voir avec l'exemple de Dominique, qu'on avait libéré l'expertise. On l'a vu aussi d'ailleurs avec Sarah, parce que la qualité du travail fait par Sarah, une fois qu'il n'y a plus eu de rédacteur en chef, n'avait rien à voir avec le travail qu'elle faisait lorsqu'elle avait un rédacteur en chef qui œuvrait à revoir sa copie, sa newsletter.
Euh, et puis qui libère l'expertise, bien évidemment, avec l'histoire du poteau au milieu, c'est sûr que l'expérience, tant pour le formateur que pour les participants, était d'autant meilleure. Toujours dans la libération d'expertise, on le verra plus tard, mais je fais un teasing tout de suite. Une autre histoire, je ne vais pas développer, juste un cas concret d'un dirigeant d'un magasin, un magasin de bricolage, qui était occupé en tant que manager 100% de son temps. Et le fait de passer à un mode constitutionnel de management lui a permis de libérer 70% de son temps. Selon les mêmes mécanismes que vous pouvez commencer à ressentir à travers ce que je viens de raconter, à travers ces trois histoires, 70% de son temps. 30% de son temps était encore dans la relation avec le groupe, parce que c'est un magasin qui faisait partie d'un groupe, et puis le management de son magasin, mais sous une forme très différente. Ça, on verra ça plus tard avec le rôle de leader de cercle. Pour cette introduction, je voulais juste ajouter le fait qu'il y a 5 outils clés dans tout management, toute forme de management constitutionnel. Le premier outil clé, c'est ce qu'on appelle la raison d'être. Il y aura une vidéo sur le sujet. Le deuxième outil clé, c'est le rôle, dont j'ai déjà beaucoup parlé. Enfin, il y a une réunion de triage qui permet de synchroniser l'ensemble des personnes. C'est une véritable école de… À la fois, c'est un espace d'entraide et c'est en même temps une école de développement du leadership et du followership. Et puis, nous avons la tension dynamique, qui est un autre outil de leadership. Et puis, le cinquième outil, c'est ce qu'on appelle la réunion de gouvernance. Et ces 5 outils clés sont définis dans la Constitution. Et donc, si dans l'exemple de la Crassi comme Constitution reprend la définition de ces 5 outils, plus d'autres éléments. Et dans cette Constitution, qu'est-ce que vous allez trouver dans toute forme de Constitution, holacratie ou une autre? Vous allez trouver, d'une part, un article sur la question du rôle. Quel est le mécanisme, en fait? C'est le mécanisme de distribution des autorités, des limites d'autorité de chacun. Donc, le rôle, comment ça fonctionne? Le rôle qui donne le pouvoir à chacun dans un cadre de coopération vers la raison d'être. Donc, le premier article est centré sur le rôle. Vous allez trouver un deuxième article qui va être centré sur le cercle, c'est-à-dire un ensemble de rôles, un rôle plus grand qui regroupe des rôles. Donc, il y a des mécanismes qui sont liés au cercle avec des rôles structurels qui appartiennent au cercle. Et puis, on commence à sentir comment est-ce qu'on peut relationner d'un cercle à un autre. Il va y avoir ensuite une partie dans cette constitution qui va être centrée sur la façon, tous les mécanismes de gouvernance que j'ai rapidement évoqués, avec notamment la réunion de gouvernance qui permet tout à chacun de gouverner tout ce qui limite l'exercice de ses rôles. Vous aurez ensuite une autre partie qui décrit l'ensemble des mécanismes, donc centré sur l'opérationnel, qui décrit l'ensemble des règles et des mécanismes de coopération avec les espaces d'entraide et de développement, du self-management, du leadership, comme je l'ai vu, comme je l'en ai parlé tout à l'heure avec l'outil par exemple de réunion de triage, avec des règles du jeu comme la transparence et d'autres règles du jeu entre les personnes et les rôles pour coopérer. Et puis, vous aurez nécessairement aussi une partie qui va décrire le processus d'amorçage, quand vous voulez passer d'un mode de management qui était ce qu'il était à un mode constitutionnel. Alors, il y a un certain nombre de choses à faire, comme par exemple faire l'interface avec les statuts, comme par exemple définir la raison d'être, etc., etc. Donc, toutes ces constitutions, lorsqu'on parle de management constitutionnel, holacratie ou les autres, intègrent ces éléments-là et d'autres. Donc, les 5 outils, raison d'être à tous les niveaux, on en parlera plus tard, rôle, tension, réunion de triage, réunion de gouvernance, plus d'autres mécanismes qui donnent des autorisations, des permissions et des protections pour permettre à tout à chacun d'aller vers plus de puissance. Donc, voilà un peu, vous donner le goût de ce qu'il y a dans une constitution. Alors, est-ce que ça existe, dans quelle mesure c'est déjà déployé au monde? Alors, je vous donne quelques idées ou quelques données sur le déploiement de ce management constitutionnel dans le monde. Donc, on a identifié à peu près un peu plus de 1000, toujours difficile, un peu plus de 1000 entreprises qui utilisent ce mode constitutionnel. Alors, vous avez quelques entreprises, quelques noms d'entreprises ici. En ce qui nous concerne, on l'a déjà mis en place dans plus de 85 entreprises. La plupart des PME, un peu dans tous les secteurs d'activité, dans la distribution, dans la production, dans la pharmacie, dans
dans le secteur public aussi, même dans les syndicats ou école Steiner. Donc, vous voyez, c'est très, très varié et ça va d'entreprises de 10, 20, 30 personnes à des entreprises de plusieurs centaines de personnes, jusqu'à 350 ou 600 personnes, je crois, les plus grosses entreprises à laquelle on a mis le management continu dans l'ensemble de l'entreprise. Et puis, il y a aussi pas mal de grands groupes, comme Danone, Engie, enfin, je vous laisse les lire, qui ont les mêmes problématiques d'obsolescence, on va dire, du modèle managérial conventionnel et qui donc font des expérimentations. Et par exemple, chez Danone, ils ont choisi, en l'occurrence Holacracy, pour une partie, un département qui est vraiment central, qui est transverse, qui est la consolidation reporting. Donc, transverse parce qu'il y a 240 filiales et qui fonctionne depuis plus de 6 ans et qui continue à fonctionner. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a été utile et je vous remercie pour votre attention. C'était Bernard-Marie Chiquet de l'Institut AGI.